Jessie J, le pape du Djenzali, c'est comme ça qu'il se fait appeler sur les réseaux sociaux. C'est l'une de ses toutes premières grosses interviews. Et pour celle-ci, il a choisi de parler sur le plateau d'actupeople.net. Vous avez dû voir, c'est démêlé un peu avec pas mal d'acteurs, pas mal de blogueurs, pas mal d'influenceurs, que ce soit Pouchou National et bien d'autres. En tout cas, comme on le dit dans le jargon, il les a djenzin. Aujourd'hui, il va nous donner les raisons. Et en plus, l'expliquer, c'est quoi? Il sort d'une télé-réalité. Il va nous dire un peu ce qui s'est passé. Jessie J, comment vas-tu? On va commencer forcément par ta présentation. Jessie J, le pape de Djenzali, ça c'est pour les réseaux sociaux, mais en réalité c'est qui? Derrière Jessie J, c'est Bokaya Dieudonné, né à Djamé, quelques mois, au mois d'avril en 79. Donc les besoins de la chose, les besoins médiatiques, on laisse le nom, le patronyme donné par nos parents et on s'est fait appeler Jessie. Jessie, pourquoi Jessie? Parce que quand c'est Boka Yao, le Yao c'est forcément l'homonyme d'un oncle, donc le junior. Donc Jessie ça sort de junior. Ok. Je pas dit J, les gens, les amis, oh junior, après tu sais qu'il y a toujours les diminutifs qu'on met sur les prénoms. Et on dit J. Et le J, comme il y a une amie qui aimait tout le temps m'emmerder, elle ne voulait pas appeler J, elle dit Jessie. Donc elle a mis un petit nom de caresse dessus, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit Jessie. Et moi j'ai préféré garder ce nom. Et puis comme moi je suis ce qu'on va dire un blogueur à polémique. Moi j'aime quand ça brûle. Voilà. Ça veut dire que quand tout le monde est à droite, tout le monde pense qu'ils ont trouvé la solution, que c'est juste. Je vais venir mettre mon petit truc là-bas pour 15 ans. Ils vont dire mais lui il est comment? Tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Tu as trouvé ta voix, on va en parler. Mais bien avant, on va s'intéresser à ton parcours. Lorsque tu nais à Djamé, forcément tu as un parcours scolaire, bien entendu professionnel aussi, avant de te retrouver en France. Si tu dois résumer tout cela, qu'est-ce que tu dirais? Ben, si je dois résumer tout cela, c'est vraiment aussi un parcours parsemé d'embûches. Parce qu'il y a un enfant qui naît à Djamé, pour ma côté, c'est pas la grande santé financière pour les parents déjà. C'est les quartiers qu'on va dire, un quartier précaire, en griffe. Et on est là-bas, on va pas tout de suite faire le CPN dans le quartier parce que c'est difficile. Donc le papa, il te confie à sa soeur. Donc tu vas avec la soeur du papa qui t'amène à Bouville, tu fais le CP1, le CP2 là-bas, et comme tu es têtu, tu voles aussi viande dans la sauce, tu vois, les trucs comme ça. Il y a les moments, ton enfant là, il est têtu, il fait ceci, toujours, il fait pas là, tout ça. Et la petite ne supporte pas, on me ramène à Djamé chez mon père. Et du coup, on m'amène aussi un EPP Ouenzin Koulibaly, j'ai des amis de Djamé Ouenzin Koulibaly que je salue ici. Et après, dans toujours cette mouvance-là, entrer en 6e qui ne marche pas, voilà, on n'a pas la bourse et le papa est contraint de nous amener dans un collège privé. Donc j'ai fait ma 6e collège Bakan Traoré. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé la mais Jessie, ta façon de réfléchir et tout ça. Non, moi c'est pas un gros bagage intellectuel, hein. C'est Jessie J, je pense que c'est la 5e. Mais on s'est auto-formé simplement en lisant les journaux. Un grand journaliste qui est devant moi avec les magazines que vous avez créés, Trois Visages et tout ça. Surtout pour Guillaume Legeste, je me rappelle, c'est un peu Stamar, comme ça, des choses comme ça dans le temps. Prestige Magazine, toutes ces choses. Déclic Magazine et autres. Justement, Déclic Magazine. Donc quand on lit ça, les répliques, la façon, c'est ce qui fait qu'on a cette diction aussi. Et puis voilà, sinon c'est pas qu'on a fait une des grandes. Donc en gros, tu t'es arrêté en classe de 5e. Les raisons, c'est quoi? Les raisons, c'est-à-dire que c'est pas facile aujourd'hui, parce que quand on parle des enfants de la rue, on a été enfants de la rue, hein, tu vois, devant la BCAO du plateau, les enfants qui traînaient là, dans le temps il y avait les matadors, où le centre culturel français faisait les sans système et tout ça, avec MC Sola. Donc le mouvement rap, donc étant en 6e, j'étais délégué culturel quand même, tellement que j'étais têtu, j'étais délégué culturel quand même à l'école et au collège, hein, et j'aimais le rap. Mais mon papa, il me frappait tout le temps parce que souvent je faisais l'école buissonnet pour aller rapper. Donc j'ai fui la maison, j'étais un moment au plateau. Devant, vers le Félix, rentre l'ambassade du Niger, il y a un grand hôtel qui est là, pour ne pas faire la publicité devant le premier arrondissement. Tu vois l'hôtel. Il y a les filles la nuit qui viennent s'arrêter. Quand les boss viennent garer la voiture, on manage le boss pour dire on a une fille derrière, on va. C'est comme ça qu'on vivait, tu vois un peu. Et on traverse le grand boulevard pour aller laver nos habits dans la lagune là. On sèche et on est là pour que ça sèche parce que si tu bouges, quelqu'un va te le voler. Donc on a fait ça quand même près de 1 an, 2 ans. Et moi j'ai eu la chance parce que bon, on va dire, on dit que j'ai un physique
En cinquième, si on a à tout le moins, on a peut-être 13 ans. 13 ans, 14. J'ai été précoce. 13 ans, si on a trop. Comment est-ce qu'à 13 ans, on peut se retrouver à la rue? Comme je le disais, parce que moi, ma mère est partie très tôt en France. Voilà, quand la mère part très tôt en France, elle me laisse avec mon petit frère. Et il y a la marade qui arrive. Donc c'est vrai que la marade, quand elle arrive, elle s'impose. Il y a forcément des obligations que la marade va essayer de te soumettre, elle va essayer de te faire. Et comme tu es dans la rébellion, et moi ici c'est quelque chose que j'ai vécu, aujourd'hui je n'aime pas blâmer peut-être les enfants qui vivent avec des marades, mais c'est quelque chose que on a vécu et ça fait que ça entraîne l'enfant à aller dehors. Parce que bon ben voilà, il y a le manque de la maman. Quand tu es attaché à ta mère et ta mère part, c'est vrai qu'elle part à l'aventure pour pouvoir vous donner une certaine vie, un certain niveau de vie, mais le papa derrière, il prend une autre femme derrière qui construit une nouvelle vie. Et peut-être que cette femme-là peut vous prendre peut-être comme des rivales et tout ça, et puis des rivaux. Et après, on se lasse dans la rue. Mais étant dans la rue, il y avait des choses, soit le vagabondage. Avant de s'intéresser à ce que tu as pu vivre dans la rue, qu'est-ce qui crée le déclic pour que toi tu te dises à ce jeune âge, à 12 ans, 13 ans, tu te dis bon, Jesse aujourd'hui part de la maison et tu te retrouves à la rue. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est le battrage du père. C'est le battrage. Voilà, c'est parce que quand tu reviens de tes balades, si tu ne fais pas tes devoirs. Et à l'ancienne, nos parents, franchement, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a les jeunes, il y a les smartphones et tout ça. Nous, c'était vraiment à la manette traditionnelle. Le papa, il te frappe, il te chicote. Le croque bien, comme on le dit. Il te battra bien. Donc la peur de se faire frapper, souvent, nous on habite à Djamé, tu vois un peu. Donc à Djamé, il y a tout de suite la proximité du banco, l'autre côté, pour les loisirs. Nous, c'est pas la piscine, c'est pas les parcs d'attraction. Nous, on va au banco. Et quand tu reviens du banco, il n'y a pas l'huile, tout ça, les crèmes, tout. Non, tu es bien blanc. Donc quand le vieux, il te voit blanc comme ça, il sait que tu es quitté au banco. Le vieux, il ne te frappe pas parce que tu es quitté au banco, mais il te frappe par rapport au danger parce qu'il y a l'autoroute du Nord. Il faut passer la cité, il faut traverser l'autoroute du Nord. C'est ce que on était petit, on ne s'en rendait pas compte, mais après, quand on grandit et qu'on repasse là pour voir le banco, on voyait les dangers quand même. Et c'était peut-être ces dangers-là, la peur de se faire frapper qui nous amène à aller dans la rue. Parce que je t'ai dit, oh, là, tu es inconscient, tu es innocent, tu joues. Mais le soir, tu dois rentrer à la maison. Mais quand tu rentres à la maison, tu sais qu'il y a la chicotte qui t'attend. C'est ce qui fait que tu t'éloignes de plus en plus de la maison et puis tu t'écris une autre maison à toi et malheureusement pour toi, c'est la rue. Et tu restes dans la rue pendant combien d'années? Pour moi, je pense que ça a duré quand même 1 an parce que dans les 1 an et demi, j'ai quand même dormi chez 2 amis, 3 potes. J'ai une famille quand même à Djamé Broma côté, une famille à Djougro. Et j'ai passé un peu plus mon temps parce que les fils que je salue sur le passage qui s'appelle Penny, c'est mon ami et voilà, j'étais plus. C'est un peu compliqué, comme tu le dis, tu es au collège, il y a les petites copines, mais tu n'as pas ta chambre à toi. Tu vois tes amis qui font des petites fêtes chez eux, tout ça, tes parents n'ont pas les moyens, tu vois un peu. Donc c'est toutes ces choses. Dans moi, c'était cette deuxième famille, c'était comme un refuge pour moi. Voilà. À défaut d'être dans la maison familiale, j'étais plus dans cette famille-là. Et après, maintenant au plateau, on prend les lotus, on vend au feu. Dès qu'il y a la voiture cigare au feu, tu vends les lotus. Et après, dans l'après-midi, tu achètes ton petit sachet de mousse, pour ne pas donner pour ne pas faire de la publicité. Vous voyez les petits sachets de mousse qu'on met dans l'eau, tout ça, et on achète les raquettes pour laver sur les carreaux de voiture. Donc on peut le faire, comment on appelle ça, au grand feu de Trashville, là où il y a l'échangeur maintenant, où il y a une grande brasserie, une grande truc de brasserie qui est là dans ce grand feu là. Et c'était dangereux, parce que souvent il y a des voitures, quand tu as fini de nettoyer, quand tu n'as pas donné ton argent, que le feu est vert, tu dois courir derrière le gars, parce que le gars est en train de chercher dans son porte-monnaie. Et il y a une autre voiture qui peut te renverser, tout ça. Donc ce sont toutes ces difficultés-là. Avant d'en arriver à comment est-ce que tu es sorti de cet univers, on sait qu'aujourd'hui le phénomène des enfants de la rue, c'est un phénomène qui gangrène encore de nos jours la société africaine. Toi, tu as été un enfant de la rue. Il y a des enfants aujourd'hui qui à 11 ans, 12 ans, 13 ans prennent la rue. Ouais. Si tu as un message à leur apporter, c'est quoi? Moi, comme je l'ai dit, moi j'avais la chance parce que Guillaume te dit, j'étais dans la rue. Parce que je ne voulais pas rentrer à la maison. Et puis j'avais mal aussi de voir la nouvelle femme de mon père. Mais au-delà de toi, tes conditions qui t'ont amené, s'il y a un message que tu veux porter à ces garçons-là, vous leur dites c'est vrai, moi, voici ce qui m'a amené à la rue parce que voilà, j'avais peur de ce que mon père me batte. Donc j'étais obligé de fuir le cocon familial. Un garçon qui a d'autres motivations, d'autres raisons, qui va se retrouver à la rue. S'il suit cette interview, il a envie de peut-être avoir un message. Je vais l'emmener à changer, à rétro-pédaler et à se dire, peu importe ce que je vis à la maison,
faut que je reste dans le cocon familial. C'est ce message que je souhaiterais que tu portes à ces gamins-là. Je vais être honnête avec Guillaume Vergès parce que je pense que en matière de... c'est la référence. On ne peut pas donner des conseils à un jeune de ne pas aller dans la rue. La rue t'attire par rapport à la situation que tu vis. Parce que c'est quand tu te rends compte, quand tu sors, tu perçois le danger. Mais au moment d'aller dans la rue, tu ne sais pas dans quoi tu vas. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance parce que dans la rue, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas un toit où dormir. Il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils cherchent à fumer, ils cherchent à braquer, à se droguer. Moi, je n'ai jamais fumé de cigarette, je ne me suis jamais drogué. Et c'est ce qui peut-être m'a sauvé. Mais le nombre de jeunes de mon âge, même à Djamé, qui sont morts, les gens de ma génération, moi aussi de 79, donc les gens de mon âge, au jour d'aujourd'hui, dans la cour familiale où je suis né, on va dire, c'est mon petit frère et moi seulement qui sont arrivés en Europe. Le reste, le petit Daouda, il est mort, des braquages, franchement, à la machette. Il y en a, je te dis, un ami qui allait voler dans le même quartier, qui s'est fait frapper jusqu'à brûler au pneu. Donc tu comprends qu'un garçon qui naît dans un environnement comme ça, mais c'est l'idée de savoir que oui, j'ai un objectif. Parce que mine de rien, pendant qu'on faisait tout ça là, quand on voyait les voitures au plateau, avec les enfants de notre âge, avec les parents, on avait cette idée-là de dire qu'on a envie de devenir comme ces enfants-là. Et c'est ce rêve-là, sur ces rêves-là qu'on s'est accroché. Et qu'à un moment donné, on a commencé à lire les journaux, à commencer à s'auto-cultiver, à commencer à avoir une connaissance générale de la vie et à commencer à dire, ça va être difficile, mais au bout du compte, on va finir par s'en sortir. Et voilà, je pense que ça va être l'interlude pour savoir maintenant comment est-ce que j'ai réussi à sortir de là, mais sans fumer, sans voler, vendre mes lotus et sur mes carreaux, c'est ce que je faisais. Avant ça, est-ce que quand tu te retrouves dans la rue, est-ce qu'il arrive à papa de chercher à venir te retrouver pour te ramener à la maison? Oui, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que c'est un an et demi, des choses comme ça, que j'ai passé à la maison. Quand on a 14 ans, 15 ans, on se sent grand. Là, on se croyait grand, on se disait, on tenait tête à papa. Quand on est dans la rue et que tu arrives à la maison, papa est là, il veut te donner des conseils, tu veux... C'est fort, vraiment les amis. Je viens de loin. Je viens de loin au jour d'aujourd'hui. J'aimerais remercier mon père. C'est vrai qu'il a été un peu dur avec moi, mais je pense que c'est son comportement aussi qui m'a donné la haine, qui m'a donné la force aujourd'hui de pouvoir être peut-être le bonhomme que je suis devenu aujourd'hui. Parce que peut-être que s'il n'avait pas été dur avec moi, je ne serais pas allé dans la rue et puis connaître vraiment le sens de la vie. Je ne me serais pas rapproché de la réalité. Tu exprimes une certaine reconnaissance à ton père et ça c'est très très intéressant, c'est bien d'honorer ton papa, mais lorsque tu dis je me suis retrouvé à la rue parce qu'il me battait, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part? Non, là aujourd'hui la reconnaissance c'est quelques années après par rapport à ce que je suis devenu. Ça veut dire peut-être que dans le temps, quand je partais faire les bêtises, quand je sortais, je me suis limité aux sorties, mais s'il m'encourageait là-dedans, si je rentrais et qu'il ne me disait rien, j'allais peut-être voler, j'allais peut-être faire plus de choses. Donc, je pense que peut-être en me frappant, en étant dur avec moi, ça m'a donné peut-être... je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je n'ai pas été un enfant gâté. Tu vois? Donc, le fait de me battre et tout ça, fuir de la maison, j'avais la rancœur. C'est la rage que j'avais pour lui. La rage me dit, oh, il n'a pas confiance à mon rap. Parce que j'étais dans le rap. On avait même créé le groupe Eclipse. Je te dis, on est passé sur Panache avec Soumsef Félix comme animateur. On était là, le groupe Eclipse. C'est un ancien chanteur, elle est nouveau chanteur là. Donc, ça nous a donné vraiment la force de nous battre. Donc, nous, on est passé sur Panache avec le groupe Eclipse. Je salue Doxy Elto aujourd'hui, qui est devenu animateur aussi télé-radio. Je salue Frankie de la Penny, qui à un moment donné fait un peu avec G16 Production dans le film Campus. Voilà, avec Penny, on a fait le rap, on a fait le groupe Eclipse, on a sorti un album et tout ça, arrangé dans le studio de David Tayoro. Mais oui, on a tourné nos boss quand même. Donc, on est dans la rue, et après, il y a l'avènement du coupé décalé. Très beau parcours de vie. Là, tu sors de la rue Carman. Voilà. À quel âge? On a quoi? Mon frère, il est là, il sait un peu. Et on a quoi? 16-17 ans. On a 16-17 ans, et puis après... Mais comment on sort de la rue? Comme je le disais, il y en a qui ont trouvé que j'étais bel homme et tout ça. Moi, je suis au plateau, et... en train de faire mes affaires. Et moi, je rencontre ce qu'on appelle aujourd'hui les Nyaïm. C'était une dame qui était plus âgée que moi. C'est une dame italienne qui travaille à la BAD.
C'est-à-dire, je suis en train de passer, elle était dans une difficulté avec sa bouteille de gaz, je soulève la bouteille, je mets dans le coffre de sa voiture, et après, je ne sais pas comment ça se passe, elle me demande où j'habite, je dis que je suis là, je dors là avec les amis sur les cartons. Elle prend ça à la légère, s'en va. Quelques semaines après, je suis là, mes amis viennent m'appeler vers la BCAO, là, le siège social, parce que souvent les gens filment là-bas, donc on met notre jelly et puis on fait le rap, tu vois un peu. Donc ils viennent me dire qu'il y a une dame blanche qui me cherche. Donc moi je viens, elle me dit non, tu ne peux pas rester là, viens avec moi. Donc moi c'est de l'amusement, c'est de la rigolade. Je monte dans sa voiture, on va quelques mètres de là, elle habite dans un immeuble au plateau. Et je suis là, elle descend avec moi, elle m'achète des vêtements neufs. Je deviens son mari comme ça. À quel âge? Je crois 17, 18 ans. Elle avait quoi, 37, 38, une belle femme italienne, tranquille, qui travaille là-bas. Et c'est comme ça que elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit non, que je vais essayer. On a menti, je vois de l'argent. À côté, il y avait les top raffia et tout ça. Parce que nous, on était dans le rap. On voulait, dans tous les mouvements, il y a le rap. Donc, on s'achetait les baguilles, les trucs. Et l'argent de la formation qu'on veut faire, on prend et puis on partait faire la Java, la nuit et tout ça. Donc, ça a été un peu ça. Moi, ça a été peut-être elle qui me sort vraiment de la rue. Voilà. Moi, j'ai pas eu la... C'est une chance peut-être moi de l'avoir connue. En tout cas, c'est un conte de fées. Voilà. Ce conte de fées, il dure combien de temps? Non, je l'ai volé après parce que... Tu l'as volé? Je l'ai volé, donc après je l'ai volé. Ah ouais, comment ça? Et oui, un jour, je ne savais pas que c'était de l'argent qui était important pour elle. Moi, je suis à la maison, je fouille les placards, j'ai une somme d'argent, une forte somme d'argent qui est là. Je prends de l'argent, je prends mes poches, je prends 2 taxis, je mets mes poches dedans, on va à Bassam, on va faire la belle vie. Moi, c'est l'argent de ma femme, tu vois un peu. Mais elle, vraiment, elle a mal pris. Et quand elle a pris, je me suis dit, après cette mésaventure, je retourne maintenant chez le papa maintenant. C'était combien que tu avais pris? C'était à cette époque, mais 600 000 francs, c'était beaucoup pour elle. J'ai pris 600 000, on a pris tout ça là, Bassam. On allait se mettre au bord de l'eau, manger escargot, sauce. Tu avais fait combien d'années avec elle avant de la voler, de lui soutirer 600 000 francs CFA? On a fait quoi? 4-5 mois par là. En 4-5 mois, ouais. Où tu sens que tu es en train de sortir d'un gouffre, tu vas prendre 600 000 francs CFA. C'est quand tu grandis que tu te rends compte en fait de l'erreur que tu commets. Mais dans le fait de l'action, tu te dis que oui, c'est pour toi. Quand je prenais, moi je pensais que c'était à moi, c'est l'argent de ma femme. Je vivais avec elle. Mais elle a mal pris la chose. Peut-être que c'était une femme qui avait vraiment de l'ambition pour moi parce qu'à un moment donné, c'est pas avec la crise, quand la crise a commencé et tout ça, il a fallu délocaliser la BAD et tout ça. C'est une période de ça, je ne sais pas si tu es au courant, où ils ont dit la BAD. Oui, tout à fait, ouais. En Égypte, en Tunisie, ouais. En Tunisie, mais pas, voilà. Donc, moi, je me dis, je suis avec ma femme, j'ai de l'argent dans le tiroir, j'appelle mes potes, on va faire la vie. Quand elle revient, elle s'en rend compte que son argent, elle m'a traité de con, d'inconscient, de responsable, elle m'a foutu dehors. Et maintenant, je dormais maintenant dans un toit, j'avais dans 6 mois, j'étais bien habillé, maintenant j'étais bien. Revenu encore avec, on appelle ça les gâtés, pour ceux qui sont mes collègues de la rue, qui ont fait un peu, avec, je ne peux pas prendre les gâtés pour nettoyer encore les carreaux. Donc je vais voir mon père, il accepte de me reprendre, mais là je reviens voir le père, mais un peu plus sage. Parce que j'étais plus le bandit, tout ça, je reste un peu avec mon père, et puis après, je décide, au moment de couper décalé, de quitter mon père et de chercher à prendre un autre appartement. Et je regarde maintenant, entre Makori, Milmaki, et entre la rue Princesse, il fallait faire le choix. Donc je vois que Djamé, la proximité, Yopougon est plus près. Donc je vais à Yopougon, au quartier Institut des Aveugles, quartier millionnaire, puis je prends une chambre là-bas. Et la chance que j'ai, j'habite à côté de Eskili, à côté de Boningo Yule, Molokai Wesley, toute la grande famille, les sables. Donc je deviens les voisins. Et on monte, il y a un matic en haut, parce que c'est le djigidjig qui est répété. Je connais derrière le groupement foncier, où il y a le gros trou là. Tu habites comme ça, dès quand il pleut, tu es là, tu te dis, la maison va tomber dans le trou, tu vois. Donc on était là-bas, on payait la maison quoi, 7 000, 8 000 francs même par mois, parce que le gars, mais c'était une maison abandonnée. C'est un grand frère bandit là qui a mis ça en location. Donc quand tu payes, tu viens, un mois tu n'as pas payé, tu reviens, lui il a enlevé la poste, il est parti avec ça. La dame là, on va revenir chez elle. Est-ce que tu as encore des scènes? Est-ce que tu as pu avoir des nouvelles après cette mésaventure où tu lui as soutiré de l'argent? Après cette mésaventure, le soutiré de l'argent, je suis parti au plateau, après je terminé chez mon père, mais j'ai essayé de renouer le contact. Mais franchement, vous savez, c'est pas peut-être par rapport, mais les femmes blanches, quand une femme blanche te supporte, elle te supporte. Mais le jour qu'elle te dit non, si tu veux, c'est pas comme nos soeurs. Avec nos soeurs, c'est facile parce que nos soeurs, tu peux prendre son nom comme sa tante,
ils vont lui demander, il y a qui même une bouteille de vin, moi attraper son pied, c'est ton mari, il faut accepter. Mais les femmes là, c'est pas comme ça. C'était dit non, c'est non. Mais je pense que ça fait partie d'un de mes regrets, parce que je pensais que si je restais avec elle là, j'allais avoir une belle vie. Je pensais que j'allais venir en Europe, elle allait faire quelque chose forcément pour moi. Elle est en train de faire de bons projets pour moi. Mais la naïveté, l'inconscience de l'enfance, j'étais un enfant, tu vois, je n'ai pas pris cette relation au sérieux. Voilà. Donc c'est ce qui a fait qu'on s'est séparés, mais elle est restée sur sa position, elle n'a jamais voulu... Lorsque tu t'installes à Yopougon, c'est pour faire quoi? Je m'installe à Yopougon parce qu'un temps on a fait le groupe Eclipse, le rap qui n'a pas marché. Okay. Donc il y a l'avènement du coupé décalé, c'est la mode. Et il y a Mine Maki, côté Makori, et il y a la rue Princesse côté Yopougon. Donc moi je viens à Yopougon dans l'optique de pouvoir essayer de me frotter vraiment au milieu du showbiz, puisque mon amour premier c'était le rap, c'est la musique tout qu'on fait. Donc il y a un tremplin qui est là, qui est le coupé décalé, qui est une musique aujourd'hui qui mousse. Donc j'arrive à Yopougon, je ne sais pas quoi faire, mais je suis un bon ambianceur. Donc j'habite dans le quartier, il y a un maquis en haut. Ce jour-là, il y a une société vous savez, les sociétés de boissons, ils ont besoin d'un DJ pour faire les atalaco pour vendre le boisson. Donc l'animateur principal n'était pas là. Donc je salue DJ Mano Parker ici au passage, qui est devenu un grand DJ à la rue Princesse, chanté par beaucoup de... Quand DJ Mano Parker, Stéphane Denon, tout ça, c'est un ami avec lequel on a commencé. C'est devant moi-même Mano Parker a commencé à mixer. Donc on était là. Et Tanguy Père Assonam, qui était nos grands frères, il y avait la mine TPJ, c'était le même quartier Anaconda, tout ça. Donc moi je suis un bon ambianceur, j'aime chanter parce qu'il y a les Yulia quand on s'amuse. Donc le gars n'est pas venu, il n'est pas venu animer et il s'en va dire, Mano Paquet, quand ils vont dire au responsable de la brasserie là, que votre gars n'est pas venu, mais notre ami là, il chante bien. Tu vois un peu, il chante bien, puis il fait l'animation. Donc les gars ils ne croyaient pas, ils ont mis le beat, je me suis amusé, ça a marché, le gars il a aimé et il y avait une maman qui était assise sur les tables. Que les grands frères ils viennent les voitures de publicité, les mettre les femmes dedans, mon frère, ça c'est pas, c'est boisson cadeau ça boit. Donc la maman elle a dit, ah mon petit tu chantes bien, mais à la Selmé, il y a un maquis qui mousse qu'on appelle le Michigan. C'est une mosquée, vraiment ils ont besoin d'un DJ, viens je connais le patron, je parle pour toi, ça marche. Michigan c'était dans le prolongement de Monde Arabe. Monde Arabe, Michigan, voilà. tu connais. Vélodrome, Monde Arabe, Michigan. Oui, le Vélodrome c'est après, Georges vers Gotham là. Voilà, vers Gotham, il y a le Michigan, en ce moment c'est le sable. Quand tu arrives, maquis est plein à craquer, tu vois. Donc moi, samedi, on me donne rendez-vous à 22h, j'arrive au Michigan, tout le monde, le maquis est bé. Moi, je faisais mon petit truc connecteur, j'ai dit ça, c'était un truc. On m'envoie dans un... Ça, maintenant, là, c'est le haut niveau. J'arrive, on me présente au poste, il m'a dit, bon, ok. C'était DJ Max qui était en cabine. C'est quand tu arrives nouvellement, le DJ ancien, il y a la jalousie, tu vois. Donc il était là, il boudait un peu, il m'a dit, bon, assieds-toi, quand ça sera prêt, je vais t'appeler. Donc ils sont allés, les mamans étaient là, m'ont bien reçu, m'ont donné à boire, tout ça. Et quand c'était mon moment, on m'a appelé, je suis venu, j'ai pris le micro, j'ai cassé la baraque, des diafos. Le patron a dit tout de suite, là, même là, il me prend. C'est comme ça que j'ai été DJ Kudonguru. Parce que... ah, c'est ton nom de DJ, voilà, DJ Kudonguru. Voilà, c'est-à-dire que quand tu entends DJ Kudonguru, et en tout cas pour tous ceux qui sont là... Ça rappelle un peu l'histoire de DJ Kérosène qui est parti comme ça du titré, il s'est retrouvé à la nouvelle écriture, non pas à la nouvelle écriture, Boulevard des Stars, et comme ça, voilà. C'est à peu près les mêmes histoires similaires. Voilà, donc DJ Kudonguru, tu commences l'aventure à... C'est dans la vraiment ça va. Sinon là c'est un nom vraiment qui me fait trop rire parce que ça me dit qu'on a Zemli. Quand on dit Kudonguru, on imagine un peu, tu vois. Et ce qui fait que mes amis me donnent ce nom, c'est parce que j'étais tout le temps compagnie des femmes. Voilà, même quand je suis arrivé au quartier millionnaire, quand on montait dans le marché, il y a toujours les femmes qui disent, toi mon frère, tu es tellement rigolo, donc tu es un Kudonguru. Donc quand le boss, il m'a engagé, j'étais mes amis piment vers après, ils sont venus dire. Donc il m'a engagé, il m'a dit, bon, c'est quoi ton nom de DJ? Donc ils ont dit Kudonguru. Donc c'est resté à mettre, sinon ça allait d'ici, mais ils ont dit Kudonguru et c'est ce nom là qui est parti. Et je me rappelle qu'Erickson même il a dit une fois, il a dit, mais attends petit, tu chantes bien, tu as du talent, mais pourquoi tu ne te prends pas un nom commercial? Kudonguru c'est rigolo, tout ça, ça va jouer, mais je pense qu'il avait raison, Marie, le talent. Je suis resté à la frontière, je n'ai pas réussi à passer de l'autre côté parce que avec mon ami on a fait aussi, on a fait le rap, mais Coupé de Calos on a fait sortir un album, le B52, le Ringo, on l'a fait avec notre boss, notre politique, Papa Bowie que je salue, mais c'est passé inaperçu. Peut-être que c'est le nom Kudonguru qui n'a pas. On a eu du succès dans les femmes, mais on n'a pas eu de succès dans la chanson. Parfait. Tu es resté au Michigan pendant combien de temps? J'ai fait ma carrière, toute ma carrière c'était au Michigan. On est resté au Michigan 4-5 ans.
tout cas, parce que le boss ne peut faire partie. J'étais vraiment le DJ principal du maquis. Et ce qui était la particularité du Michigan, c'est que de notre position, nous, on était en fait un maquis dépôt. Donc c'est un maquis 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'au Michigan, tu vas faire tes folies, n'importe comment, tu viens au Michigan. Ce qui est intéressant avec toi, tu as du vécu. Mais on va aller un peu plus vite. Et du jour au lendemain, tu te retrouves en Europe. Ça arrive comment? Voilà, en Europe, ma mère commence à regretter de voir que ses enfants, elle a laissé ses enfants plus tôt. Mais c'était un sacrifice qu'elle devait faire. On a pris de l'âge, mais elle estime qu'elle nous devait quelque chose. Moi, je suis venu en France, pas une femme qui allait me marier parce qu'on m'entend gigolo, on dit, oh, d'ici, c'est suffit chez femme. Non, moi, c'est ma mère qui m'a fait venir en France, ainsi que mes frères. Elle se disait qu'elle nous devait cela. Moi, je traînais à Yopougon la scène, mais moi, pratiquement, parce que ma maman aussi, quand je suis venu à Yopougon et qu'elle a commencé à se retrouver, c'est vrai qu'elle nous faisait des petits mandats et tout ça. Et ça faisait que même le salaire du Michigan et tout ça, on le mettait dans l'alcool. C'est-à-dire que tu viens lundi, tu bois, on note, et au moment de la paye, on déduit tout ce que tu as bu, et au final, on ne gagnait rien. Parce qu'on avait une maman qui payait le loyer, qui faisait les trucs. Et puis on avait des soutiens aussi, des amis, des vieux pères, et on avait des papas comme tous les DJ. Donc, moi, c'est ma mère qui décide un jour, à cause de la crise post-électorale. Parce qu'à un moment donné, à Abidjan, c'est vrai qu'aujourd'hui, on salue le travail du président qui est fait avec la sécurité et tout ça. Mais au moment où les gens descendaient sur Abidjan, mon frère, tu vois Kalash, mais ce qui est en bas, c'est Leke. Tu vois un peu. Donc, on ne sait pas qui est là. Tu vois, le gars, il est paraflé, la Kalash. Donc, le désordre, la peur de savoir que ses enfants sont dans ça, elle nous enlève d'Abidjan, nous envoie au Togo. Et du Togo, quand ça se calme, elle nous ramène à Abidjan. Et d'Abidjan, à l'aéroport Félix-Sebagny, on vient en France. Donc, quand on arrive en France, le parcours normal de Benguis, conscient. C'est cette conscience-là, on l'a acquis déjà dans la rue. On a un objectif, on veut réussir, on est en France. C'est clair que l'Europe pour toi là se présente comme une énième chance, parce que tu as eu quelques chances aussi dans ta vie. Avec la dame italienne, tu n'as pas su saisir cette chance. Après, artiste coupé décalé, c'est vrai que tu avais un salaire, mais tu mettais dans l'alcool. Quand tu arrives en France, forcément, au niveau de la conscience, on sent que tu es blindé. Prêt. Et je pense que mes amis l'ont su tout de suite. Parce que quand moi j'arrive en France, 2 mois après, je commence à travailler les papiers de mon beau. Parce que je ne suis pas venu pour dire, attends, je vais rester. Quand je suis arrivé tout de suite, on m'a montré Paris, comment prendre le métro. On me met dans une société de sécurité avec le papier de mon beau, je commence à travailler. Mais quand je commence à travailler le papier de mon beau, l'argent, je ne le prends pas pour aller en boîte. L'argent, je le prends pour pouvoir essayer de me mettre bien, être présentable et tout ça, parce qu'ici, il y a des formules d'intégration. On te donne les kits, ça peut de choisir. Tu t'en prends un garçon, tu maries, tu deviens LGBT. Il y en a qui ont papier comme ça. Il y en a qui se marient à les mamans, il y en a qui font les trucs. Donc, moi, je savais que je ne suis pas l'homme le plus vilain du monde. Donc, voilà. Je rencontre la mère de mon fils, qui, grâce à qui, Céline, voilà. Elle me trouve, j'explique ma situation, j'ai été clair avec elle. Voilà, je viens d'arriver, j'ai pas les papiers, j'étais dans le salon de ma grande soeur. Elle dit, tu me plais, viens chez moi. Je suis venu chez elle. Et ça, c'est dur de faire un enfant. On dit, il faut faire un enfant une française. Tu as les papiers. Donc, c'est une femme qui m'a aimé. Elle m'a appelé telle qu'elle. On a fait un magnifique garçon. Et puis, ça m'a permis d'avoir les papiers. Et tout de suite, là, quand j'ai les papiers, je fais ma formation de sécurité. Et pendant que je suis en formation de sécurité, je passe mon permis. Parce que je sais que si j'ai le boulot, il va falloir travailler. Et que dans le métier de sécurité, parce que j'ai plus la peine de me renseigner quand même. Donc, tu travailles. Il y a des sites qui sont un peu plus éloignés où le transport n'arrive pas et tout ça. Il faut avoir une voiture. Donc, je suis en même temps en formation de sécurité. Je passe mon permis. Et en même temps, au moment de finir la formation, j'ai mon permis. Et puis, je me suis acheté ici le bon coin, un diomolo de 600 €, mon frère. Quand il débat fumée qui sort derrière, tu dis yes. Donc, on a commencé avec ça. Et ça nous permettait de travailler et tout ça. Et avoir la confiance des patrons. Malheureusement, avec la mère de mon fils, ça tâtonne un peu, ça ne se passe pas bien. On ne se sépare, on a les papiers et puis on signe un CDI avec un patron qui nous fait confiance. Quelque temps après, le patron nous appelle qui dit qu'il a besoin qu'on se présente aux élections du CSE de l'entreprise. Et l'enfant qui est quitté à Djamé, qui a fait le plateau et tout ça, qui est un niveau 5e, qui est le secrétaire du CSE de son entreprise de près de 2500 agents. Alors c'est moi, Boka Yao Dieudonné, et je suis là, je vis ma vie tranquillement en France, je n'envie à personne, je jazale. Parfait. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a donné. Mais malgré ce travail, malgré, on va dire, ce statut assez envié au sein de ta boîte, en tant que secrétaire tout, du CSE, représentant de la société, tout, tu te retrouves du jour au lendemain sur les réseaux sociaux.
toujours, c'est quoi? En quête de cette lumière, parce que tu as chanté, c'était le rap. Après, le coupé décalé, aujourd'hui, tu te dis, bon, les réseaux sociaux, ça te permet de te donner une certaine visibilité. Pourquoi cette quête permanente de la lumière? Oh, on dit on n'allume pas une lampe le mettre sur un boisson. Une ville placée sur une montagne ne peut qu'être vue. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été extraverti. J'ai toujours aimé, quand je suis quelque part, il faut que tout le monde sache que je suis là. Moi, mais tout en étant respectueux, tout en étant discret, tout ça, mais j'aime ça, c'est quelque chose que j'ai... Ma mère me disait un jour que quand elle me prenait pour monter dans le bus, même quand le bus se bondait, le chauffeur se lève et il dit que tant que la femme n'est pas assise à son bébé, il ne démarre pas. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. Quand je suis quelque part, il y a toujours du monde autour de moi. Et j'ai toujours recherché ça. J'ai toujours aimé le showbiz, j'ai toujours voulu être à la lumière. Justement, est-ce que cette lumière, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu penses l'avoir eu véritablement? Sur les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, là, je pense que je suis conscient qu'on sort d'une télé-réalité où il y a un producteur qui vient d'Abidjan qui, pour lui, estime qu'il a choisi les meilleurs blogueurs au niveau de la diaspora. Et quand tu vois que ce producteur-là, il cite ton nom, tu es à la maison, on t'appelle, on te dit si on a besoin de toi pour faire une aventure avec les blogueurs. Parce que c'est aussi ça. Qu'est-ce que ce soit dans le coupé décalé, j'ai eu ma reconnaissance puisque à la Jassi, que ce soit avec Alain Kwasi, que ce soit avec Malek. Donc pour toi, le fait que tu sois coopté pour cette télé-réalité dont on va parler forcément, c'est le fait que tu comptes dans le conglomérat des blogueurs ivoiriens, c'est ça? Équipe nationale de blogueurs, équipe nationale de football. Les gens jouent à Drogba. Quand Drogba met peut-être ballon, lui met l'arrêté et puis il veut prendre photo. On dit les blogueurs de la diaspora ont choisi un certain nombre. Et puis tu es dedans, tu n'es pas le dernier, c'est la liste qu'on a appelée. Tu vois, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance de ton travail. C'est vrai que tu en fais partie, mais est-ce que tu penses que quelque part le casting n'a pas été biaisé? Parce qu'on voit qu'il y a des blogueurs qui ont pillon sur rue, forcément qui ne font pas partie de cette télé-réalité. Est-ce que ça n'a pas été biaisé, ce casting-là? Non, les blogueurs qui ont pillon sur rue, qui n'ont pas été dans ce casting-là, ils l'ont refusé puisqu'ils étaient appelés. Tu parlais de mon bon petit. Il a été appelé. Un fils, tu as été appelé, tu as refusé, ben, tu disais qu'on a été empoisonné. Il faut parler d'Apoudio, il a été appelé. Il a refusé, bon, je pense qu'il a été empoisonné, mais je pense qu'on s'est rendu compte qu'il a sorti un nouveau son, un son de qualité même là, et sur la réconciliation nationale. C'est après, parce que nous on aime le buzz. Donc tout ce qu'il refuse, on ne comprend pas qu'il a un projet devant. Et c'est après, étant dans la villa, et que la chanson est sortie, on s'est dit, ah, c'est parce qu'il préparait cette chanson sur la réconciliation. Il a refusé, est-ce que tu connais les raisons de son refus? C'est maintenant que quand le son sort. Non, au-delà du son, est-ce que les conditions, par exemple, par rapport au contrat qui lui ont été proposés, peut-être que les conditions ne lui vont pas? Certainement. Bref, si c'est ça, ça n'engage que lui, mais pour moi, je trouve que, étant donné que c'est quand même une figure, moi je lui dis que quand vous avez réussi à faire quelque chose, on ne se voit pas tout le temps. Et être dans ce château-là, c'est vrai aussi que de bénéficier aussi de la sagesse et de l'expérience des gens, de dévancer par rapport à ceux aussi qui viennent, puisqu'on est tous mélangés, c'est quelque chose aussi de bien. C'est important de se frotter aussi avec ces... Vu qu'on parle de lui, est-ce que tu penses que là, tu es dans une quête permanente de la lumière et forcément tu te dis que c'est une reconnaissance de te retrouver dans cette télé-réalité, mais bien avant, tu penses que la manière, selon toi, de le brocarder chaque fois dans tes sorties, est-ce que, vu qu'on parle d'Apoucho, tu penses que c'est la meilleure manière pour toi de te mettre en lumière? Ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Moi, je suis un blogueur polémiste. J'aime les polémiques. Je peux dire, oh, Guillaume, ta chemise, elle ne me plaît même pas. Tout le monde sait que c'est joli. C'est pas au moins le fait de dire que cette chemise est vilaine qui va rendre la chemise vilaine. On sait qu'Apoucho, c'est... Voilà. Donc, le titiller comme ça, bon, imagine s'il y a 10 personnes. Il y a 9 personnes qui disent Apoucho est joli. Dans les 9 personnes, on va regarder les 3 premiers. Mais les 6 autres, parce qu'ils disent tous la même chose. Mais le seul qui dit il est vilain, tout le monde va le regarder parce qu'ils vont demander pourquoi. Donc en fait, tu fais exprès en gros. Je ne vous donne pas ma stratégie ici. Mais quand une stratégie est autant biaisée comme ça dès le départ, est-ce qu'elle vaut la peine d'être déployée? C'est ma stratégie, moi ça me plaît. Voilà, il y a des gens qui sont là, qui disent que Jessie, parce que souvent quand tu es en direct aussi, tu vois les commentaires, on t'insulte, on finit à la bataille. Moi, c'est l'adrénaline qui me plaît. Moi, ça me plaît de savoir que, comme il y a des sommités sur la toile qu'il ne faut pas attaquer. Makoso, Kochamonchik, Apouchou, Emmanuel Keïta. Mais moi, j'attaque ces personnes-là. C'est parce que j'attaque ces personnes-là et qu'on me capte. Parce qu'on a dit, on a besoin de lui. C'est pas se faire voir négativement quelque part.
en communication, toute communication est communication, qu'elle soit positive ou négative. On doit parler de toi seulement, mais si on parle de toi en mauvais, maintenant après, tu as ton éducation, tu as ta personnalité. Et quand les personnes vont quitter cette image que tu leur montres et qui rentre dans ton intimité, ils voient vraiment réellement la personne que tu es. Et puis il faut avoir du talent pour le faire. Il faut avoir du talent pour accepter de se faire détester. Parce que quand tu es réellement détesté, tu as mal. Parce que qui veut accepter de se faire insulter, de se faire lyncher? Mais quand si tu es réellement ce que les gens pensent de toi, tu vas pleurer, tu vas faire une dépression. Mais comme je ne suis pas comme ça et que mes proches savent que je ne suis pas comme ça, même les blogueurs même savent que je ne suis pas comme ça. Donc toi, ça te fait plaisir de te voir détester, ça te fait plaisir? C'est mon parfait en Rona. Il y a eu tellement de polémiques, tu le dis, tu le revendiques, hein, tu es un influenceur ou un blogueur à polémique, et il y a tellement de polémiques que tu as suscité toi-même, que tu as alimenté à souhait. Il y en a trop, on ne va pas les passer tout le temps. On ne va pas passer toutes ces polémiques en revue, mais on va s'intéresser à quelques-unes. Oui. Récemment, tu as été celui qui a voulu vous donner un peu, on va dire, du monde à pas mal de personnes par rapport au fait que Apouture ne soit pas revenu aussitôt en France. Non, il avait un récépissé. D'où est-ce que c'était venu de vouloir alimenter cette rumeur-là? C'est toujours dans cette optique-là. Honnêtement, est-ce qu'il avait un récépissé? Honnêtement. C'est ça aussi le talent du blogueur. Le blogueur, en fait, c'est celui-là même qui peut te prendre un truc et puis va te faire ça et t'amener à t'intéresser à ça. Moi, j'ai dit, il s'appelle Récipman. Et Récipman, le refoulé. Le bonhomme, il est chez lui, il vit sa vie, mais c'est dans les commentaires, les gens qui s'acharnent. Oh, mais c'est pour moi, tu es son sorcier. Et c'est pas parce que je l'appelle Récipman qu'il va rester à Abidjan. Donc, tu l'appelles Récipman et tu as voulu toi-même alimenter cela exprès, c'est ça? Dis exprès, parce que ce que les gens doivent comprendre là, quand le coupé décalé venait, moi je me rappelle de Tonton Bouba, où il était à une émission de tempo, où il a dit non, je suis allé en France, parce que c'est pas si c'était sa première fois d'aller en France, mais quand il est revenu de cette France, il était trop chaud. À l'émission, en plein tempo, il y a des jeunes Ivoiriens qui jettent de l'argent en parlant des mollets et tout ça. Là. Quelques années après, on a vu la fureur que ça fait, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, les gens peut-être qu'ils peuvent nous les bloguer peut-être comme des irréfléchis, mais il faut avoir du talent pour mettre sa caméra et parler à une multitude. Donc, alimenter, c'est-à-dire chacun a sa stratégie d'approche, sa technique d'approche. Vous voyez, je ne vais pas le faire sur n'importe qui. Ça c'est clair. Tu vas voir que je vais attaquer des personnes. Mais tu ne vois pas que tu t'attaques à des personnes voilà, que tu ne devais pas attaquer voilà. en réalité? C'est pour ça que je suis le Robin des Bois. Le Robin des Bois, c'est celui qui s'attaque au sommité. Tu vois, le Robin des Bois, c'est pour ça qu'on m'appelle le roi de la forêt. Je suis de la forêt, je suis le Robin des Bois. Le Robin des Bois, c'est celui qui vole le plus riche ou donne au plus faible. Donc, moi, j'ai catalogué des personnes que je pense qu'ils sont sur la toile comme des... Mais quand tu vois la psychologie des réseaux sociaux, ouais. Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux d'aller dans une certaine mutualisation que de rester dans les logiques où tu vas vouloir t'attaquer à plus fort pour te donner de la lumière et au contraire, ouais. Après tu provoques l'effet contraire où il y a un certain rejet, il y a un certain mépris. Quand tu analyses tout ça, au final, est-ce que sa stratégie elle est bonne? Bon, personnellement, au jour d'aujourd'hui, Guillaume, pour te dire vrai, je suis satisfait de mon parcours. Je suis satisfait parce que ce qui fait que je suis satisfait, c'est qu'ils savent que je l'ai dit, ils savent que je suis là. Donc, quand ils font quelque chose, ils savent. Moi, je me rappelle très bien, il y avait un conseil ici de Samuel Succès au AP Monti-Scène, et puis il dit, parce qu'il est sur scène, et puis c'est qu'il est ici là, tu vois. Et puis il dit, moi, les gens disent que je n'allais pas revenir, que j'allais s'épicer et tout ça. Qui dit que j'ai signé? Et tout, quand il finit de dire ça, tu sens que ça, c'est avec Aya Robert, les gens tournent les têtes et puis regardent dans ma direction. Bon, moi, ça me fait plaisir, tu comprends un peu. Et le lendemain, il met sur son poste pour dire, il y a un blogueur qui voulait prendre la photo avec moi, pourtant c'est lui qui m'a décrit et tout ça. On sait tous que c'est faux. Mais quand lui fait ça, pour celui qui est dans la communication, qui connaît le milieu du show, il va penser qu'il est en train de se foutre de moi. Mais il est en train de me faire une passe. Mais pour de vrai, tu lui as demandé la photo ou pas? Mais non, on ne s'est même pas vu. Il est là-bas, je suis ici, on n'est même pas dans la même rangée. Donc, dans notre métier, c'est quoi? C'est-à-dire que Guillaume Vergès, il est là. Jesse, il est là. Jesse, il lance les flèches à Guillaume Vergès. Guillaume Vergès regarde en haut. Mais si Guillaume Vergès se dit que le petit, il a trop souffert et qu'il regarde en bas pour me tirer, c'est-à-dire que quand tu réponds à une polémique d'un blogueur, c'est que tu as de l'estime pour lui. C'est ça le secret de notre métier. Donc ça veut dire que quand tu es petit et que tu penses qu'il y a Jesse... Donc pour toi, le fait qu'il a commencé à rentrer dans ton jeu, là, il sait que tu existes. C'est la reconnaissance dans notre métier en fait. C'est comme ça que les gens doivent comprendre. Il y a un langage parmi nous les blogueurs. Tu vas voir qu'il y a une dame, par exemple, ou bien comme coach à
maman chic, elle est dans son registre, tu vas l'attaquer, attaquer, elle ne va jamais te répondre. Le jour qu'elle attaque, toi tu penses que c'est un clash. Mais nous qui sommes dans le mouvement, on s'est dit, ah tiens, enfin, elle est en train de faire la part belle. C'est une main tendue. Et toi, à qui on tend cette main-là, elle a l'intelligence de prendre cette main pour en faire quelque chose pour pouvoir te protéger. Mais pourquoi ne pas vous construire vraiment sur des vecteurs normaux, sur des palettes normales, que de vouloir attaquer pour exister? Pourquoi? C'est le game. Voilà, non, le game peut être de se dire, bon, je développe des thématiques vraiment bien, je les développe très bien, de A à Z, j'essaie de prendre des faits de société, mais chaque fois, à force d'avoir des argumentaires qui tiennent, je vais avoir une bonne communauté. Pourquoi se dire, bon, tel est arrivé, il faut que je m'attaque à la personne et puis tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est un amalgame. C'est-à-dire que nous, on n'est pas journaliste. Et on n'est pas journaliste, mais on travaille sur une matière qui est Facebook. Et dans Facebook, le monde des blogueurs, c'est varié. Il y a des blogueurs qui sont là, même actifs pour sur Facebook. Vous êtes considérés comme des blogueurs parce que vous partagez du contenu. Non, nous sommes un média. Voilà. Actu People particulièrement, il y a le site internet, il y a la chaîne YouTube et la page Facebook. Après, on n'est pas ce qu'on appelle dans le monde média des mash-ups. C'est-à-dire on ne se nourrit pas des informations qui viennent de sources diverses. On se nourrit des contenus que nous créons nous-mêmes. Voilà. Nous sommes créateurs pour Facebook, pour Google et YouTube. Voilà. C'est ce que je veux dire. Par exemple, parce que les gens, quand ils voient tout le monde sur Facebook et qu'ils voient que peut-être qu'il y a des chrétiens qui font des directs. Non, nous, on a notre credo. Notre credo, c'est le clash, c'est le Congosa, c'est le Djenzeli. C'est une discipline que les Ivoiriens et les autres, les Africains doivent adopter. Parce que tu me dis, mais tu peux créer ton mouvement à toi, pourquoi non, tout, que ce soit tout. Là, par exemple, une femme comme Lolo Beauté. Aujourd'hui, c'est la Djadja, tu vois un peu. Les gens l'adulent aujourd'hui. Mais prendre Lolo Beauté quelques mois, c'était la femme que les gens, tout le monde voulait frapper par rapport à sa vulgarité, par rapport à... Donc, il y a un système qui fait que attire l'attention sur toi et dès l'instant où tu as pris ta vitesse de croisière et que tu cherches maintenant, tu es en altitude, ça toi maintenant ça va te stabiliser. Parfait. Pour une première, en tout cas, il y a beaucoup de choses à évoquer avec toi, mais on va avancer. On sait que tu es très proche de Peter 007. C'est quoi? Qu'est-ce qui a affermi vos liens jusqu'à ce point? Peter 007, en tout cas, c'est mon idole sur la toile parce que sa façon de faire, voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai regardé d'abord sur Facebook et j'aimais sa façon d'être. Voilà, c'est quelqu'un qui est franc et clair. Et quand il te dit qu'il a quelque chose sur toi, il te prévient. En fait, Peter, c'est pas le gars qui va venir sortir casser tes papos. Il va te mettre, il va t'avertir d'abord. Mon frère, arrête. Quand tu le mets au défi, il vient, voilà, il frappe. Et je commence à rentrer dans l'aventure. Et il se trouve que il y a sa compagne. Je disais beaucoup sa compagne. Laquelle? Je peux dire son nom? Oui, vas-y, on est là. Keita, voilà. Ok. C'était son ex-compagne, Ika. Voilà. Donc je la titillais beaucoup. Et je pensais que c'est quelque chose qu'elle n'aimait pas beaucoup. Donc elle demande à Peter, parce que, voilà, elle savait qu'on était des amis, tu vois un peu. Donc elle dit, mais toi tu dis que je suis ta chérie, et ton ami me titille, tu vois. Donc c'est vrai que lui, il m'appelle, il me dit non Jessie, tu vois, je suis mon bébé, chaque fois elle pleure, tout ça, ne fais pas ça et tout et tout. Donc je lui ai dit non, ok, j'ai compris. Mais mieux, je savais que cette femme aussi elle est beaucoup attaquée, tu vois un peu. Donc du coup, je me constitue maintenant en gros bras en défenseur. C'est vrai que cette partie de défenseur des cas a joué aussi, ça m'a donné aussi de la visibilité aussi. C'est vrai qu'on m'a plus connu dans le mouvement de Love Gugu, mais je pense que quand je défendais Eka aussi, ça fait qu'il y a eu des personnes aussi qui ont commencé à me connaître. Donc, ce qui nous rapproche, c'est la séparation. Voilà, tous les blogueurs qui cherchent de la visibilité. On sait que Eka, c'est wow, voilà, combien de millions d'abonnés, Eka, quand elle est en direct, tu as vu les 37 000 gars, elle est beaucoup suivie. Donc, tu es quelqu'un qui cherche de la visibilité, tu as ça à Nord, tu es en contact avec elle, tout ça, c'est clean. Et maintenant, de la séparation. Cette séparation, qu'est-ce que toi tu en sais? Non, il y a je parle de la séparation entre elle et Peter. Et quand ils se séparent, moi je ne choisis pas. Et quand je choisis Peter. Voilà. Mais justement, leur séparation, qu'est-ce que toi tu en sais? Qu'est-ce que tu peux te dire là en exclusivité de cette séparation qui a surpris plus d'un? Parce que... non, qu'est-ce que tu en sais? C'est à cause de la séparation. C'est quoi selon toi? C'est quoi? Non, ça, non, ce que toi tu en sais. Les concernés, non, ils auront l'opportunité. Ils pensent que... Non, mais pour toi tu es proche du couple, pour toi tu es resté très ami à Peter.
forcément il a dû te faire quelques confidences. Qu'est-ce qu'il pouvait reprocher à cette belle jeune dame au point où ils ont pu se séparer en l'espace de quelques mois de relation? Sincèrement, moi je vais être honnête avec toi. C'est quelque chose qui les revient à eux. Je pense pas que ça sera avec un autre média qui vont annoncer ça. Je pense qu'un jour viendra. Et ce qui est bien, c'est que nous, on ne le fait pas. Ici en Europe, tu vois qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup. C'est un couple vraiment qui avait beaucoup d'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont misé sur toi, mais je pensais que tu étais en train de chercher à payer ton costume pour le mariage et tout ça. Tu vois, tu étais en train de te préparer. Non, pas jusqu'à ce point. Oui, mais attends, tu allais au Fouquet avec eux, tout ça. Et puis je pense que après toi, j'étais le premier blogueur qui a partagé la photo du genou. Parce que dès l'instant où tu as partagé, moi j'ai récupéré, j'ai mis. Et après c'est parti. Donc, on était content pour eux. Franchement, c'était un couple qui a fait rêver. Et quand Peter m'appelle, il dit Jessie, et carrément c'est fini, moi je savais que c'était fini. Et on a décidé quand même de rester jusqu'à la conférence du 4. Moi j'étais mal. Donc avant le 4 décembre, justement, où elle donne sa conférence, parce que si on a bonne mémoire, c'est le 21 juillet qu'il rend cette relation publique. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc on va dire que la relation n'a duré que 5 mois. Parce que quand tu dis que... 6 mois en gros. Quand tu dis que c'est le 4 décembre, voilà, 6 mois. Donc du coup, c'est en novembre, octobre que la rupture intervient, c'est ça? Franchement, déjà, c'est-à-dire qu'à partir de octobre, parce que la conférence, on l'a fait... C'était le 4 décembre. Le 4 décembre, là, octobre, ça, Peter n'était plus à la maison. Voilà, il n'était plus à la maison. À un moment donné, il était fréquemment chez elle, mais il n'était plus. Ils arrivaient quand même, mais c'était fini. Je savais que c'était fini. Donc, moi, c'est vrai que quand elle m'appelle, tu vois, je savais que quand elle m'a appelé, elle m'a dit Jessie, j'ai vu que tu viens de faire sortir une marque, tout ça, j'ai un direct à faire, je souhaite que tu me donnes une casquette, une t-shirt, j'ai un grand direct à faire. Elle devait me booster. Elle devait me booster parce que si elle portait cette marque, et puis j'ai eu la quasi-totalité de mes abonnés à cette époque-là avec les membres de la Ekalam. Tu vois, mes amis hommes d'affaires ont trouvé que j'ai péché. Mais moi, je suis resté dans la loyauté avec mon ami. Parce que quand j'ai fait le direct qui a tout basculé, où les gens, où elle a fini de faire son cabri, moi, est-ce que tu peux, voilà. Quand j'ai fait le direct, où il y a eu vraiment cette violence, où je l'ai vraiment attaqué, qui a mis la rupture en nous, je peux dire devant la caméra que je regrette ce direct-là. Je n'allais pas laisser Peter, peut-être que je n'allais pas prendre parti, je n'allais pas faire ce direct-là. Voilà, vu que tu as la caméra, tu veux lui présenter des excuses, tu veux lui demander pardon, c'est ça? Je l'ai fait. J'ai porté des excuses à Eka. J'ai même envoyé une note vocale à elle directement. Cette note vocale après, en tant que la reine du game, elle a pris cette note vocale pour distribuer à tout le monde, pour dire, voilà, ils m'ont chambré tous ces soldats, les Lova, les Jojo. On connaît son groupe. Hein. Ils sont tous sortis pour se moquer de moi. Est-ce que, en tant que elle qui est en haut, est-ce que c'était la meilleure méthode à faire? Voilà, moi je pense qu'elle a suffisamment le dos large et que elle peut faire un peu comme coach à mon chic, ne jamais répondre à ces choses comme ça. Elle n'a qu'à rester en haut. Et je pense que c'est aujourd'hui en défaveur par rapport à elle. Et qu'avant, quand elle met une publication, à l'instant, quand tu vois instant, elle a 600 commentaires, 12 000 likes à l'instant. Aujourd'hui, elle met 5 minutes, on voit ce qui c'est. Et je pense que elle peut se relever. Elle est forte, elle peut se relever. Ah, là, elle est assez forte. Je pense qu'elle n'est pas aussi tombée que ça. Le couple Eka, Peter, forcément, on en parlera encore davantage. On aura l'occasion, si Dieu nous en donne, de pouvoir échanger avec eux, pourquoi pas, lors d'une interview. Vous venez de faire une télé-réalité. C'était quoi? Comment ça s'est passé? Télé-réalité dénommée Celebrity Moment. Je pense que dans la volonté du producteur, c'est d'essayer de rassembler toutes les célébrités du pays. Et je pense qu'on a vu un peu les spots avec les artistes chanteurs, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sapo, tout ça, des trucs comme ça. Et après, il a voulu maintenant s'intéresser aux célébrités en tant que les blogueurs et tout ça. Surtout ceux de la diaspora. Donc voilà, il est venu ici avec une équipe. On était quoi, 11 personnes dans la villa. Que je veux saluer ici mes compères. Et on est parti dans cette maison-là pour quelques temps. On a passé quelques temps ensemble là-bas. Quelques temps, doux, amer, le suspense. Enfin, c'était pas facile, mais bon, on a réussi à tous sortir vivants. Aujourd'hui, je pense que tu sens dans ma voix que... Mais quand tu dis c'était doux, amer, quelles sont les épreuves auxquelles vous avez été confrontés, par exemple? Ouais, les épreuves, on peut le dire, ouais, ce sont les épreuves de l'eau. Voilà, il fallait faire des trucs sur l'eau.
il fallait aussi avoir des épreuves d'intelligence, des épreuves aussi culinaires, des choses comme ça. Voilà, donc c'est un peu pour essayer de nous faire sortir de nous-mêmes, parce qu'on était trop dans notre confort. Ils voulaient nous voir aussi montrer aux téléspectateurs que... Une sorte de Koh-Lanta un peu à l'ivoirienne, comme il a fait aussi avec les Stars Tonnerre. C'était un peu, ça surfait sur ce modèle, c'est ça? C'est un peu, voilà. Mais avec des célébrités. Voilà. C'est vrai que, comme tu sais bien de le souligner, avec les Stars Tonnerre, c'est vraiment l'inconnu, on part dans l'inconnu pour mettre la lumière. Mais ici, avec les blogueurs, ce sont des gens déjà qui ont déjà la visibilité. Et je pense que le producteur voulait essayer de faire autre chose en faisant cela. Et je pense qu'il a réussi. Mettre Yaka Yaka, Lolo Beauté, l'Unique Baker, Chanel D, Leslie 5 étoiles, tout ce beau monde-là, JCJ, tout ça dans cette télé-réalité-là. C'est un pari en tout cas pour moi qu'il a réussi. Parce qu'on a passé du temps dans cette maison-là, sorti sans embûche, quoi. Ça s'est bien passé. Mais il y a une rumeur qui a inondé toute la toile. On sait que c'était par rapport à la télé-réalité. C'est à quel moment où, dans cette télé-réalité, on décide de faire arrêter Leslie enfin, qu'elle est arrêtée? C'est à quel moment? On arrive dans la villa, première nuit, il y a une dispute. Parce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux... Dans la télé-réalité ou bien pour de vrai? Ah non, les caméras ne sont pas branchées. On vient, on pose les valises, on cherche à se balader dans le château pour savoir qui va dormir ici, qui va faire... Ah ouais, c'est comme ça. On découvre le château. Donc on décide de se remettre tous au bord de la piscine. Et en venant au bord de la piscine, toi tu t'arrêtes pas à côté de moi, puis on ne se parle pas, toi mets-toi là-bas. Les mots fusent, il y a des mots blessants où on se répète, et il y a une personne qui enlève sa chaussure, on commence à se poursuivre, et la bouteille part. C'est pas pour dire que Leslie prend la bouteille pour viser Love Guigui pour lancer. Donc quand la bouteille part, c'est Love Guigui qui prend la bouteille, et elle est malheureusement blessée. Alors donc, les pompiers arrivent, ils prennent Love Guigui, ils partent, les gendarmes n'arrivent pas tout de suite. Ce qu'on apprend, c'est que c'est parce que la police et l'hôpital dit que c'est l'hôpital qui appelle la gendarmerie. Et la gendarmerie part et Love Guigui explique qu'on était dans ce château. Parce que c'est le chef du château de la région. Les gendarmes connaissent tout de suite. Ils viennent, le propriétaire, là, il rentre. C'est une scène ou bien c'est une réalité ça? Oui, mais ce dont tu es en train de parler. Malheureusement, c'est pas un buzz. C'est arrivé. Et ça se trouvait que si Love Guigui n'était pas en palabre avec Leslie, parce que Love Guigui a fait sa dédicace, Leslie n'était pas là-bas. Et c'est un temps que Love Guigui a gardé contre Leslie. Tu vois un peu? Donc, quand la gendarmerie vient dire qu'il t'a blessé, Love Guigui dénonce Leslie. Tu comprends un peu? Et quand ils arrivent, c'est Leslie qui prend pour partir. Elle reste combien de temps? Quelques heures? Elle fait une garde à vue, 48 heures, 24 heures, 48 heures. Il y a le technicien qui vient qui dit malheureusement elle sera déférée. C'est pas en ce moment si vous voulez nous déférer parce que le son a vu Leslie. Et quand on voit Leslie rentrer, on nous dit non, c'est parce que John Chahel est un puissant avocat qui est aux États-Unis et tout ça, c'est ce qu'elle est là. Et quand elle arrive, elle nous explique vraiment qu'il y a un monsieur qui est venu et qu'on les a accompagnés au château. Et puis elle continue l'aventure avec nous. Donc elle a la chance de ne rien rater dans les épreuves. Elle arrive et puis elle participe aux épreuves avec nous. Tout ce qu'on a appris auprès de l'équipe de production, justement, c'est que vous devrez vous détester. Vous détestez que vraiment, qu'il y a une certaine animosité entre vous les blogueurs. Vous êtes retrouvés en tout cas pour cette aventure. C'est vrai qu'avant d'entrer dans cette maison, on ne se connaissait pas. Donc l'appréhension qu'on avait peut-être les uns pour les autres, on ne va pas appeler ça de la détestation, non pour moi, non. On ne se déteste pas, mais on se méfie. Et puis, il y a ce leadership là aussi qui plane entre nous. Moi je veux montrer que je suis plus que toi, tu n'as pas plus d'abonnés que moi. Donc, il y a ça. Mais en gros, ce n'est pas la haine. On a pu voir à la fin, quand on finit vraiment cette aventure-là, où tout le monde est rassemblé et qu'on se fait les accolades d'au revoir et tout. Franchement, c'était ça le côté émouvant de la chose. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions et je pense que les téléspectateurs auront la possibilité de voir les images. En tout cas, je vous invite à sur cette série-là et donner votre avis et vraiment de voter parce qu'on s'est voté entre nous-mêmes. Et après, il y aura la phase SMS où les abonnés auront la possibilité de voter pour le blogueur. Et voilà, donc j'espère que les abonnés vont me voter comme je suis, comme je suis le mal aimé, mais on verra, on verra. Parfait. JCJ, c'est l'une de tes premières interviews télé et tu as choisi notre plateau. Merci déjà. Qu'est-ce que tu aimerais à la faveur de cette interview qu'on retienne de toi? J'aimerais à cette interview qu'on retienne de moi, mais bien avant, te remercier pour la confiance, remercier toute ton équipe, hein, Jean-Luc, tout le monde. Franchement, ça me fait plaisir d'être sur ce plateau-là. Surtout avec toi, Guillaume Végé. J'ai dit toi parce que si j'ai dit vous, c'est comme si André, comme si... Voilà, mais toi, ça c'est un peu plus intime pour moi parce que
y a 2 personnes en Côte d'Ivoire. Si je voulais ajouter Drogba, mais je ne le ferai pas pour des raisons personnelles. Mais toi et Assalfo, c'est vraiment des modèles pour moi que je pense que Assalfo, je sais ce qu'il fait dans l'ombre. Et toi aussi, je sais ce que tu fais dans l'ombre un peu pour nous. Parce que je sais les conditions, comment est-ce que je suis sur ce plateau ici. J'aurais pu dire, oh, ouais, c'est pas encore, non. Vous donnez la chance. Et c'est quelque chose que le Seigneur vous bénisse pour ça. Donner la chance aux jeunes, aux petits poussés. Et j'en ai découvert ça aussi avec John Chien Songo. En Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont du cœur et qui disent qu'on peut donner une petite lucane à quelqu'un et puis à partir de là. Et je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a des personnes qui vont me découvrir autrement et qui vont retenir que peut-être ici, ce n'est pas le mauvais garçon qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui a un cœur et qui est beaucoup sensible. Et je pense que mes collègues aussi ont dû le voir parce qu'en se disant au revoir, ils étaient en train de dire, ouais, Jessie, franchement, merci. Parce qu'il y a la vie aussi en association. Il faut s'élever la vie, la maison, faire ceci, faire cela, faire cela. On te voit au quotidien. On voit dans la prise des paroles, la modération, le temps que tu prends pour parler aux grands frères, aux aînés, aux petits, tout ça. Et toutes ces choses-là, je pense que mes frères ont pu le percevoir. Et j'aimerais aussi traduire cela aussi à travers votre antenne, que les téléspectateurs, que les Ivoiriens, les Africains comprennent qui est réellement Jessie J. En tout cas, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi pour cette première interview. Oui, c'est ma première interview et je vais la graver comme ça dans mon pressbook. Merci en tout cas. Merci. On a été très heureux d'échanger avec toi. Et moi, je voudrais profiter de cette caméra pour dire, vous avez pu découvrir à l'instar, en même temps que moi, un garçon très attachant qui a un parcours de vie vraiment très éloquent. Il a fait la rue. Il a eu la chance de rencontrer une bonne dame qui a failli lui donner sa chance. Malheureusement qu'il a gâché lui-même. Mais comme il s'appelle Dieu donné, Dieu lui a donné cette grâce. Aujourd'hui, il est en Europe. Il essaie de faire en tout cas sa voix sur les réseaux sociaux. Ça lui réussit tant bien que mal, d'autant plus que là, il a été sélectionné pour une télé-réalité qu'il vient de tourner depuis maintenant une semaine. Et donc d'une grosse villa. Vous verrez ça très bientôt. Mais bien avant, vous avez pu prendre quand même, vous avez pu avoir un pan de sa vie sur le plateau d'Actu People. Merci de nous avoir suivis. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt. Merci.